Donc aujourd'hui, je vais vous parler de... Enfin, je vais essayer de vous aider à gérer votre projet au mieux, parce que ça joue quand même pas mal sur la réussite de votre projet. Et je vais commencer par me présenter rapidement. Donc je m'appelle Walid Belbali, j'étais à votre place dans cet amphi-là il y a 16-17 ans. J'étais dans l'école juste à côté, donc à l'ISIMA. Et après, j'ai rejoint Michelin, plus précisément dans le centre de recherche où j'ai passé ces dernières années, où j'ai fait au début, j'ai travaillé sur pas mal d'outils de simulation autour du pneu. Donc j'ai mis une petite image un petit peu pour illustrer. Là, c'est des modes de déformation de pneus pour essayer d'évaluer le bruit qu'il va faire. Et après, j'ai fait beaucoup de gestion de projets et de programmes. Un programme, c'est un ensemble de projets regroupés sur tout ce qui est autour de la digitalisation. La digitalisation des métiers de conception, conception matériaux, conception pneus. Et depuis 2 ans, j'ai fait une petite formation interne qu'on appelle l'école du pneu. Et depuis 2 ans, je suis concepteur pneus sur des gammes sport. Donc je travaille en amont sur des gammes qui vont sortir d'ici l'année 2028, par exemple. Et pendant ces années-là, j'ai vu plusieurs projets, plus ou moins innovants, avec plus ou moins de réussite. Et je vais essayer aujourd'hui de décoder avec vous qu'est-ce qui fait qu'un projet réussit ou pas. Dans l'idée de vous aider à faire basculer le vôtre, celui de cette semaine, du bon côté. Et je vais commencer par un quiz, parce que j'ai vu que vous avez vos téléphones, que vous arrivez à scanner les QR codes. Enfin, c'est pas un quiz, c'est un... Je demande votre avis. D'après vous, quels sont les critères de réussite d'un projet? Donc, vous allez retrouver une liste de critères, et je vais vous demander de les prioriser, de les ordonner en mettant en haut qu'est-ce qui, d'après vous, est le plus important pour faire qu'un projet soit une réussite. Je vous laisse un petit peu de temps. Est-ce que déjà mon lien il marche? Et je vois qu'il y a déjà 3 réponses. Ça continue à monter le nombre de réponses, donc j'attends. 98 pour le moment. 217. « 139. Bon, ça se stabilise, je vais commencer à vous partager le résultat. Hop. Je vais passer de l'autre côté pour voir. Donc, c'est votre dernier mot. C'est bon? Donc, vous avez mis en premier que le critère de réussite numéro 1, c'est d'appliquer une bonne méthode de gestion de projet. J'espère que ce n'est pas juste pour me faire plaisir. Mais ok, c'est ce que vous pensez. Très bien. Après, en numéro 2, une idée de génie. Ensuite, une équipe unie sans conflit et en parfaite harmonie. Un leader visionnaire charismatique. Une équipe de rockstar technique. De la chance. Travailler beaucoup et travailler très vite. Ok. Je ne vais pas vous donner mon ordre tout de suite à moi. Je vais vous demander de garder en tête cet ordre-là que vous avez mis. Et on va en reparler à la fin de la présentation. Donc, moi je suis là pour vous parler de méthodes de gestion de projet. Et en tout cas, chez Michelin, en fait, il y a plusieurs méthodes de gestion de projet. Et nous, on a quand il y a un nouveau projet à démarrer, à chaque fois, on sort cette grille pour
À chaque fois, on sort cette grille pour savoir quelle méthode appliquer. Et ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre en fait. Toutes les méthodes sont bonnes. Il faut juste choisir la bonne méthode pour son contexte. Et donc, il y a tout à droite, c'est ce qu'on appelle la méthode directe, c'est-à-dire on sait exactement ce qu'il y a à faire et en fait, on fonce directement. Il y a la méthode waterfall où on va découper en plusieurs jalons, on va faire une planification et ainsi de suite. Et plus on avance, plus on est dans l'incertitude, plus on est dans le mode de l'agilité. Et en fait, dans votre cas, le but aujourd'hui, c'est pas de vous faire un cours de théorie, parce que vous n'avez pas le temps, vous êtes en mode hackathon. C'est de passer directement, vous donner la réponse. Et dans votre cas, dans votre contexte, vous avez une forte incertitude. Vous êtes face à un projet où il y a pas mal d'innovation. Vous avez une petite équipe qui vous permet vraiment de travailler en mode agile. Et en fait, la réponse, c'est il vous faut une méthode agile. C'est ce qui est le plus adapté à votre contexte à vous. Pourquoi ? Parce que, en fait, la méthode agile, ça va vous permettre de répondre à un besoin. Par contre, ça me déconcentre un petit peu le bruit au fond. Si vous pouviez juste faire un petit effort et moins parler. Merci. Donc, ouais, je casse l'ambiance, je suis désolé. Donc, pourquoi la méthode agile ? Elle va vous permettre de livrer rapidement de la valeur, en fait. Et dans votre cas, c'est ce qui est le plus adapté, parce qu'elle va vous permettre de mieux collaborer et de prioriser, vraiment d'aller à l'essentiel, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'avez pas beaucoup de ressources. Et ces méthodes agiles-là, en fait, elles sont issues de cet événement-là, en 2021, où il y a un groupe d'experts qui se sont réunis et pour faire un peu l'état des lieux, pourquoi les projets informatiques se passent très mal. Et ils ont produit ce qu'on appelle le manifeste agile. Et dans ce manifeste agile qu'on retrouve ici, vous allez le retrouver en plusieurs langues sur leur site, ils se sont dit, dans nos projets, on se rend compte que ça marche mieux quand on arrive à appliquer certaines valeurs. Et ces valeurs-là, c'est ce qu'ils ont listé sur la partie gauche de votre écran. Les individus et leur interaction par rapport au processus et aux outils, et ainsi de suite. Et en fait, à chaque fois, ce qu'ils disent, c'est qu'ils favorisent, ils préfèrent la partie de gauche à la partie de droite, mais ça ne veut pas dire que la partie de droite est inutile. Et pourquoi aujourd'hui je vais insister sur ces valeurs-là ? Parce qu'il y a plein de fois où on les oublie et on rentre juste sur une application bête et méchante de la méthode. Et c'est ce qui, de mon expérience, de ce que j'ai vu, il y a plein de fois où on se dit qu'on est agile, on applique des méthodes agiles, mais en fait, on ne l'est pas du tout. Et on va les prendre, ces valeurs-là, une par une pour les illustrer. La première, c'est, ils nous disent qu'un projet qui réussit, c'est un projet où on favorise les individus et leur interaction, plus que les processus et les outils. Et pour l'illustrer, je vais prendre l'exemple que vous avez certainement déjà tous vécu, quand on appelle un service client au téléphone. Vous avez un problème avec votre box, vous appelez le service client, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, vous avez un robot qui vous répond, et vous devez l'écouter, ce robot, vous ne pouvez pas l'interrompre, et des fois il peut parler très longtemps avant de vous demander sur quel numéro il faut appuyer. Vous finissez par appuyer sur un numéro, ensuite vous êtes redirigé vers quelqu'un qui va vous poser plein de questions, mais des fois vous allez le sentir que elle ne vous écoute pas, en fait, elle a un processus à suivre. Elle va vous poser des fois des questions qui n'ont rien à voir avec votre problème, mais elle a un process, elle a tout un tas de questions à vous poser, qui elle-même va déférer votre question à d'autres experts et qui un jour vont vous rappeler pour essayer de résoudre votre problème, sauf que quand ils vont vous rappeler, première chose qu'ils vont vous dire, est-ce que tu peux me réexpliquer ton problème ? Et donc ça, c'est un exemple typique d'une équipe centrée sur les processus. Et si on devait faire ça en mode agile, eh ben on ne ferait pas du tout comme ça. Vous aurez l'ensemble des équipes qui savent résoudre le problème, qui sont colocalisées, qui sont au même endroit. N'importe qui pourrait prendre l'appel, parce qu'on se dit en fait dans une équipe agile, on a des gens qui sont d'un assez bon niveau de compétence et ils peuvent être interchangeables jusqu'à un certain niveau.
il y en a un qui prend votre appel, il vous dit tout de suite, attendez, je demande à mon collègue, je sais que c'est lui qui traite ce problème-là. La troisième personne, elle écoute d'une oreille, elle sait ce qui se passe, elle peut à n'importe quel moment intervenir en disant, ah oui, mais ce problème-là, on l'a déjà eu il y a 2 jours, et votre problème sera résolu hyper rapidement. Et donc en fait, la question, c'est pourquoi on est toujours dans le premier mode et pas le deuxième. C'est comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément une méthode qui est meilleure que l'autre. C'est juste que la première façon de faire, elle est très optimisée. Il y a des gens qui ont beaucoup réfléchi pour aboutir à la première méthode. C'est juste qu'elle n'a pas été optimisée pour l'utilisateur final. Elle a été optimisée pour réduire les coûts, pour pouvoir traiter un très grand nombre d'appels, pour avoir des indicateurs de suivi, mais elle n'est pas user-centric. Et dans le monde agile, ce qu'on veut vraiment changer, c'est ça. On se dit, en fait, on veut d'abord être user-centric. Et on se dit, on veut s'assurer d'apporter le plus de valeur à l'utilisateur le plus vite possible. Et on pourrait, bien évidemment, basculer dans le deuxième mode, mais vous imaginez bien qu'en basculant sur un mode plus user-centric, qui favorise plus les interactions que le suivi de processus, eh ben, l'utilisateur va être content, mais ça va avoir un coût. Ça va avoir un coût pour l'entreprise qui met ça en place. Et donc, on est dans un mode où le premier, c'est dirigé par les processus, et le deuxième, c'est un exemple où, en fait, le processus est là. L'équipe, elle peut très bien avoir des process internes, elle peut très bien avoir une checklist de questions à poser à son client quand il appelle pour rien oublier. Mais ils ne sont pas dirigés par le processus, c'est eux qui sont un petit peu, qui ont la main pour utiliser le processus quand il y a besoin. Donc ça, c'est une première façon pour illustrer pourquoi, dans les méthodes agiles, on va favoriser les personnes et leurs interactions plutôt que les processus. Et ça se joue à plein d'autres moments. Par exemple, vous avez une question à poser à votre collègue, bah vous ne lui envoyez pas de mail. Vous vous levez, vous allez le voir et vous discutez. Parce que dans ce mode où on favorise les interactions, on se dit que le meilleur moyen de communication, c'est la communication directe en face à face avec votre interlocuteur. C'est la meilleure façon qu'on a trouvée aujourd'hui pour être sûr de se comprendre avec quelqu'un. Alors que dans le mode processus, on va se dire, bah non, moi je suis l'expert, tu dois me faire un ticket dans lequel tu as décrit tel et tel et tel critère, et je vais le lire et je vais après traduire ça peut-être en un autre ticket pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est le premier point très important. Vous êtes une petite équipe, gardez ces interactions, restez colocalisés autant que possible, échangez de vive voix, les yeux dans les yeux, avec un tableau le plus possible. Le deuxième principe, ou deuxième valeur poussée par l'agilité, c'est on veut favoriser des solutions opérationnelles plutôt qu'une documentation exhaustive. Et donc l'exemple que je prends, c'est vous avez une cuisine à installer. Donc vous allez voir un cuisiniste qui va vous faire des plans 2D, puis des plans 3D, puis en réalité virtuelle. Et sur le papier, dans la documentation, votre projet, il est parfait. Et là, supposons même vous avez de la chance, et quand il installe la cuisine chez vous, l'installation est aussi parfaite. Donc là, vraiment, le projet réussit de bout en bout. Sauf que, le lendemain, vous vous rendez compte qu'en fait, en ouvrant votre porte de frigo, bah ça tape sur l'interrupteur et à chaque fois que vous ouvrez votre frigo, ça coupe la lumière dans votre cuisine. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous ouvrez votre four, et bah, ça va rayer le frigo. Et vous allez vous rendre compte de plein de petits trucs comme ça. Et en fait, c'est des choses qui sont très difficiles à voir dans de la documentation. C'est des choses, il faut les vivre pour les sentir. Et en mode agile, c'est pareil. On va vous demander de faire la cuisine en mode agile et faire votre projet en mode agile. C'est-à-dire, comment on peut faire... Est-ce que vous avez une idée de comment on aurait pu faire la cuisine en mode agile ? Pour se rendre compte de l'expérience que va avoir l'utilisateur avant d'installer la cuisine définitive chez lui. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées ? Non ? Oui ? Oui, on peut faire un prototype miniature. On peut même faire une cuisine en carton, faire des meubles en carton et dire à la personne, bah, allez-y, essayez de cuisiner quelque chose. Est-ce que ça vous va ? Comment vous vous sentez ? Et sur la base de ça, on affine. Et donc, là, en fait, en faisant ça, qu'est-ce qu'on va chercher ? Qu'est-ce qu'on va chercher ? J'ai entendu un mot peut-être. D'avoir les contraintes, oui. En
En fait, ce qu'on va chercher, c'est du feedback. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Agile, il y a un seul truc à aller chercher tout le temps et rapidement, c'est du feedback. C'est le retour de votre utilisateur sur votre solution. Je vais prendre un autre exemple. J'ai vu que dans la liste des choses que vous avez à fournir, vous allez faire une veille technologique ou une étude concurrentielle ou enfin une veille technologique. Et là, pareil, on peut très bien rester bloqué dans la théorie pendant des jours, à dire analyser des documents et tout, lire des sites. Mais en fait, la façon la plus rapide d'avoir du feedback de votre utilisateur, si vous faites un truc pour les agriculteurs, vous prenez votre téléphone, vous appelez le premier agriculteur que vous avez dans un annuaire, vous lui dites « Je suis en train de faire un projet, voilà le projet, est-ce que vous avez 5 minutes pour me donner votre avis dessus ?» Et là, vous avez un feedback direct. Et là, vous êtes complètement dans l'esprit agile. Et en fait, souvent, quand la cuisine, elle est livrée comme ça, le lendemain, vous n'êtes pas content. Vous allez voir votre client, votre fournisseur. Et qu'est-ce qui va vous sortir? Le contrat. Il va se cacher derrière le contrat. Et donc là, ça nous amène à la troisième valeur qu'on essaie de pousser dans l'agilité. C'est de se dire, on va essayer de favoriser un peu plus la collaboration avec le client plutôt que la négociation d'un contrat. Et ça, on sait que le client, il va y avoir des changements et on les accepte, mais il faut que ça soit donnant-donnant. En fait, il faut qu'aussi le client comprenne qu'on va peut-être mettre plus de temps pour faire quelque chose. Mais on n'est pas juste en train de regarder les petites lignes du contrat en disant « Ah, désolé, vous avez validé la cuisine telle qu'elle était sur la photo, donc nous, on l'a implémentée, tant pis pour vous. » Et la dernière valeur, c'est, il n'y a rien de mieux que M. Tyson pour nous l'inculquer, c'est on va favoriser la réponse au changement plutôt que le respect d'un plan. Et donc, il y a quelqu'un qui s'est pris suffisamment de coups et il dit Everyone has a plan until they get punched in the face. Et en fait, à chaque fois qu'il démarre un combat de boxe, il est obligé de planifier. Il ne peut pas juste y aller, bah, mon plan, ça ne sert à rien, j'y vais comme ça. Maintenant, il est obligé de planifier, il est obligé d'étudier son adversaire, de voir quels sont ses points faibles, d'avoir un plan de comment l'attaquer. Jusqu'au moment où il se rend compte, il se prend une droite, il se rend compte que son plan n'est peut-être pas si parfait que ça. Et qu'il se dise, bah, en fait, il faut que j'ajuste mon plan. Et donc là, ça m'amène à une deuxième phrase que j'aime beaucoup, c'est tous les plans sont inutiles, parce qu'en fait, une fois qu'on les a faits, bah, dès qu'on commence à les appliquer, on se rend compte que c'est plus conforme au plan. Mais l'exercice de planification est hyper essentiel. Donc tous les plans sont inutiles, mais la planification est essentielle, parce que quand on planifie, eh ben, on se projette, on réfléchit à plein de choses, on anticipe plein de risques, et donc en fait, l'exercice de planifier, il est hyper essentiel, même en agile. Et en agile, en fait, on a besoin de planifier tout le temps, mais aussi d'accepter que nos plans vont devoir être adaptés. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces valeurs? Non? Vous connaissiez déjà toutes ces valeurs de l'agilité? Parce que je ne sais pas... Non? Okay. Et donc, sur la base de ces valeurs de l'agilité, il y a plusieurs méthodes qui ont essayé de les mettre en pratique. Et une des méthodes les plus connues, c'est la méthode Scrum. Et Scrum, ça veut dire mêlée en anglais. Et donc une mêlée, c'est un temps de pause dans un jeu. Juste avant, j'avais discuté avec des pros du rugby, donc vous êtes plus tolérants si je me trompe dans l'explication des termes liés au sport. Et en fait, c'est un temps d'arrêt dans un match qui permet de relancer le match. Et en fait, Scrum, c'est ça. On va essayer de faire, donc en l'agile, on fait les choses de façon itérative. Donc à chaque itération, c'est un mini-projet. Chaque itération, on va faire la planification de ce qu'on veut faire dans l'itération, l'exécution, le test, l'évaluation, et on se pose la question à la fin de comment on veut rebondir pour l'itération d'après. Donc la méthode Scrum, c'est la grande boucle là qu'on voit ici. On se dit on a des sprints, c'est ce qu'on appelle une itération, qui peuvent aller de 1 à 4 semaines. Et au début de chaque sprint, on a ce qu'on appelle un sprint planning. C'est une réunion dans laquelle on décide qu'est-ce qu'on veut traiter dans ce sprint-là. Il y a quelques rôles à connaître. Il y a le product owner, c'est la personne qui porte la vision du produit qu'on est en train de développer. C'est lui qui aide à nous prioriser
les fonctionnalités. Il y a un Scrum Master, c'est quelqu'un qui est garant du bon déroulement du projet et de l'application correcte des principes de l'agilité. Et à la fin de chaque sprint, en fait, on a tout en haut là-bas, on a la revue du sprint. On se dit qu'est-ce qu'on a produit, et on a une rétrospective. Donc la revue du sprint en agile, on se dit qu'il faut que ça soit... On évite les slides. On essaie de faire un prototype et de montrer quelque chose qui marche. Ça ne veut pas forcément dire faire un produit. Si vous avez défini une méthode de travail, vous pouvez juste la tester à la fin. Mais en fait, on veut quelque chose de concret, de palpable, et pas juste montrer un slide. Si je reprends l'exemple de la cuisine, où à la fin de chaque sprint, j'ai ajouté un élément de plus dans mon dessin. Non, je veux du concret à la fin de chaque sprint. Et une rétrospective, c'est de se dire comment je peux améliorer pour la phase suivante. Et donc Scrum, c'est tout simplement ça. Et j'ai oublié un élément important, c'est tous les jours, il y a ce qu'ils appellent la mêlée quotidienne ou le daily Scrum. C'est toute l'équipe pendant 10-15 minutes fait un petit point de synchronisation en se disant où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il y a des difficultés, est-ce qu'on tient toujours le plan. Donc c'est juste ça, Scrum. Le problème, c'est que si on essaie de l'appliquer à vous, si on se dit qu'une itération, c'est 1 à 4 semaines, et que vous avez 1 semaine pour votre projet, du coup, j'ai une question pour vous. Comment on peut adapter ça pour votre projet à vous? Un jour. Voilà, parfait. C'est la réponse que j'attendais. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier les valeurs. On veut itérer plusieurs fois et aller chercher du feedback. Si vous faites une itération d'1 semaine, votre projet est déjà fini, vous n'avez pas eu le temps de profiter des bénéfices de l'agilité. Donc, pour adapter Scrum à votre cas, ça peut être raisonnable de dire un sprint, c'est 1 jour pour vous. Et donc, en fait, j'ai essayé c'est une proposition, vous l'adaptez comme vous voulez, mais j'ai essayé d'imaginer pour vous, ça serait quoi une journée type en mode Scrum. Et en gros, on peut imaginer que le matin, vous commencez c'est le lancement du sprint, donc vous passez 1 demi-heure à dire qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment important de faire aujourd'hui pour réussir notre projet. Et même, il va falloir être beaucoup plus strict dans cette priorisation, on va le voir juste après. Ensuite, temps de focus et de concentration dans lequel vous travaillez sur les tâches que vous avez définies. Là, pareil, vous êtes colocalisé, vous travaillez au même endroit, vous ne dites pas non, mais c'est bon, j'ai compris ce que j'ai à faire, je vais travailler chez moi et on se retrouve à 14 h. Ça, c'est la meilleure façon de ne pas réussir. On dit en mode agile, on reste ensemble. Et si quelqu'un a un problème, si quelqu'un a bloqué plus de 15 minutes, il peut tout de suite demander de l'aide à ses collègues. Et ensuite, un temps de pause. Et on démarre l'après-midi par le daily meeting, un point de synchro de 10-15 minutes pour se dire est-ce que tout va bien, est-ce qu'on tient notre plan. Et dans les projets agiles, il va toujours arriver au milieu du sprint la question de on est en retard. Et donc là, la question à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'on enlève de ce qu'on a prévu pour être toujours à l'objectif final? Comment on adapte notre plan? Et après, un deuxième temps de sprint, et puis à la fin de la journée, faire une démonstration de qu'est-ce qu'on a réalisé chacun de notre côté, et se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer pour demain. Donc il y a 3 questions importantes. Quelle est la chose qui nous a fait réussir aujourd'hui, qu'il faut absolument garder demain? Le fait, je sais pas, qu'on ait fait une pause ensemble à tel moment, qu'on a eu un temps calme, à vous de voir. Quelle est la chose qui vous a le plus ralenti ou frustré et qu'il faudra essayer d'éliminer demain pour que ça se passe mieux? Et c'est bon, normalement on a fini, vous êtes prêts pour réussir. Mais en fait, il y a plusieurs problèmes. Pardon. En fait, ce que je viens de vous faire là, c'est si vous allez sur YouTube, vous allez trouver plein de vidéos qui expliquent c'est quoi Scrum. Aujourd'hui, je peux vous le dire, l'agilité, elle passe par une crise dans le sens où il y a plein de gens qui appliquent l'agile, mais qui, dont le projet est en échec monumental. Tout simplement parce que, en fait, appliquer quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on l'applique correctement. Et pour l'appliquer correctement, ce qui est vraiment important dans l'agilité, c'est d'avoir l'état d'esprit agile et pas juste les pratiques agiles. Et il y a plein de projets qui vont, du coup, ils vont vous dire qu'ils sont en agile,
et ils font des sprint planning, des daily meetings, ils ont tous les éléments pour faire croire que c'est de l'agile, mais en fait, ils sont hyper rigides. S'il y a le moindre changement, ils sont paniqués, ils refusent le changement, ils font des démos en mode slide. Et en fait, moi, c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur les valeurs et moins sur les rituels, tout ça. C'est si vous voulez réussir, il faut avoir l'état d'esprit agile et pas juste les pratiques de l'agilité. Et ça demande pas mal d'humilité, parce que moi aussi, le premier jour, on m'a expliqué, bah oui, c'est tellement facile, bien sûr que je suis agile. Et vous aussi, vous allez vous dire, bien sûr qu'on a l'esprit agile. Mais en fait, observez-vous dans des moments un peu compliqués dans votre projet et posez-vous la question, est-ce que vraiment j'ai le bon état d'esprit face à ces situations, ou est-ce que je suis juste en train d'appliquer des rituels mécaniquement? Donc ça, c'est le premier mythe, en fait. Et j'ai 7 fausses bonnes croyances que je vais essayer de déconstruire avec vous. Et elles sont liées à vos premières réponses. 7 fausses bonnes croyances. Donc la première, c'est il suffit d'appliquer une méthode pour réussir. Ben non, en fait. La méthode, si vous n'avez pas l'état d'esprit, la méthode, elle ne va pas du tout vous aider. La deuxième fausse bonne croyance, c'est il faut avoir une idée de génie. Donc à chaque fois, il y en a plein qui vont dire ben non, moi ça n'a pas marché parce que l'idée qu'on m'a donnée, elle n'était pas bonne. Surtout que là, ce n'est pas les vôtres, donc c'est facile de dire que l'idée n'était pas bonne. Et en fait, il y a cette dame-là qui s'appelle Sarah Sarasvati, qui a interrogé énormément d'entrepreneurs sur comment ils fonctionnaient. Et elle est à l'origine de ce qu'on appelle la logique effectuelle. Et en fait, ce qu'elle s'est rendue compte, c'est que les entrepreneurs, pour réussir, enfin ceux qui réussissent, ils démarrent rarement avec une idée de génie. Ils démarrent surtout avec la volonté d'entreprendre. Ils démarrent avec une idée, et avec la méthode agile qu'on a décrite, ils arrivent à l'affiner, à faire plusieurs itérations jusqu'à converger à quelque chose qui est vraiment, qui a de la valeur et qui trouve son marché. Et donc, dites-vous qu'on est tellement d'humains sur cette terre que si vous avez une idée, il y a déjà des milliers de personnes qui ont eu la même idée que vous. Et même si votre idée, elle vous paraît géniale, bah dites-vous qu'il y a des milliers de personnes qui l'ont déjà eue. Et ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est votre capacité à affiner cette idée, à la mettre en pratique. C'est pour ça que j'ai mis les petits poissons idée qui est mangé par le gros poisson exécution. On dit souvent en anglais que execution eats strategy for breakfast. On dit que l'exécution, ça mange de la stratégie au petit déjeuner, parce que c'est plus fort et c'est plus puissant. Et j'ai 2 exemples. L'exemple de YouTube. Est-ce que vous savez que YouTube, leur idée de génie de base, c'était de faire un site de rencontre où des personnes attractives postaient une vidéo d'eux sur leur site. Et qu'en fait, ils avaient même mis des annonces sur Craigslist, c'est l'équivalent Le Bon Coin ou un site d'annonce, où ils demandaient à des personnes attractives si elles voulaient bien se filmer pour aller sur leur site, et ils leur proposaient $100 à chaque fois qu'il y avait une vidéo. Et ils se sont rendus compte en fait qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos qui étaient ajoutées sur la plateforme. Et là, adaptation de leur idée, ils ont dit finalement on va faire une plateforme vidéo, on ne va pas juste accepter un seul type de vidéo, on va laisser tous les autres types de vidéos arriver. Pareil, Shopify. Au début, l'équipe Shopify, ils voulaient faire un site de vente de snowboard. Et ils se sont rendus compte que l'expérience utilisateur, pour gérer le panier, gérer le paiement, tout ça, c'était tellement catastrophique qu'ils ont développé un module pour ça. Et après, ils se sont rendus compte qu'en fait, leur site de snowboard, c'était pas une idée du siècle, mais qu'en fait, ce qu'ils ont construit comme framework autour, c'est ça qui a de la valeur. Et c'est ça qu'ils ont développé par la suite. Voilà. Tout ça pour dire que l'idée est faite pour être affinée et ce n'est pas l'idée qui va faire vraiment la réussite de votre projet. Et dernier point, c'est souvent, je me dis j'ai une super idée, il n'y a personne qui l'a. Ça prouve que c'est une super idée. Et en fait, ça prouve juste que votre idée, elle a très peu de chances de marcher. Et en fait, si vous cherchez et vous ne trouvez aucun concurrent, au lieu de vous réjouir, vous devrez plutôt vous inquiéter. Parce que votre idée est peut-être super, mais s'il n'y a aucun concurrent, c'est peut-être qu'elle n'est pas économiquement viable, qu'elle n'est peut-être pas réalisable, qu'elle n'est peut-être pas maintenable dans la durée. Et en fait, si vous n'avez pas de concurrence, méfiez-vous, posez-vous des questions. Et deuxième idée, c'est on est en mode hackathon, il faut faire super vite. Et donc,
vous allez être dans ce mode-là toute la semaine. On your marks, get set, go. To start this meeting, let's review last quarter's sales. Wow, the quantitative analysis looks favorable. Can you make a copy for me? Sure. Call on line 1? Hi, Susan. Yeah, let's go ahead and sign the contract. Voilà, présentation devant le jury. You good? Yep. Good meeting. Yeah, see you tomorrow. Donc ça, pareil, c'est une... Je sais que la pression du temps va vous faire croire que votre ressource la plus importante, c'est le temps, et vous allez vouloir tout faire très vite. Et en fait, c'est une fausse bonne idée, parce que votre ressource la plus importante, c'est pas le temps, c'est votre attention. Et donc, il faut savoir prioriser sans pitié. Si on se dit que c'est mon attention qui est le plus important, bah là, il faut prioriser énormément. C'est sur quoi vous allez passer votre temps. C'est la super question que vous allez vous poser au début de chaque sprint, chaque matin, de dire, bon, maintenant, si je devais faire qu'une seule chose aujourd'hui, ça serait quoi? Et même, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites la liste des 3 choses à faire et vous gardez que la première, parce qu'en fait, il y aura tellement d'imprévus dans la journée que vous n'aurez pas pouvoir faire les 3. Et vous dites, est-ce que la première, si aujourd'hui je ne fais que ça, est-ce que ça serait suffisant? C'est ça la bonne question à se poser chaque jour. Et c'est hyper dur. Et donc, pour prioriser, il faut avoir une notion de valeur, parce qu'on veut faire les choses en premier qui ont le plus de valeur. Et pour connaître la valeur, il faut connaître son client. Et donc, dans l'agilité, ce qu'on utilise souvent, c'est des personas pour essayer un petit peu de se mettre en tête qui est notre client. Et donc, ça, c'est une fiche exemple de persona. On se dit, qui est mon client, quelle est sa motivation, quels sont les problèmes qu'il a, ses frustrations, quelles sont ses émotions, pour essayer de faire le meilleur produit pour ce client. Et pour vous, c'est encore plus compliqué parce que vous avez 2 clients. Est-ce que vous voyez, c'est lesquels les 2? J'imagine que tous ceux qui parlent, c'est parce qu'ils ont plein d'idées sur qui sont les 2 clients. Peut-être là-haut, au fond, vous avez une idée? Qui sont vos 2 clients? Oui? Oui? Bah oui, tout à fait. En fait, vous faites un produit pour un client final, mais avant, vous avez une étape intermédiaire qui est le jury. Et ceux qui réussiront, c'est ceux qui auront compris qu'est-ce qui est important pour ces 2 clients. Par exemple, pour le jury, de se dire, en fait, le jury, qu'est-ce qu'il a envie de voir? Qu'est-ce qu'il va juger? Est-ce qu'il va juger la qualité de mon pitch? Est-ce qu'il va juger la profondeur de mon analyse? Et en fait, si vous comprenez votre client, vous allez pouvoir prioriser ce qui est le plus important pour lui répondre. Troisième fausse bonne idée, c'est il faut avoir plein de fonctionnalités. Je regarde l'heure, c'est bon. Il y a une étude qui a été faite par cette entreprise qui s'appelle Pendo, qui est spécialisée dans la gestion de produits. Et donc là, c'est le pourcentage de fonctionnalités qui sont utilisées dans un produit. Et leur étude montre, vous voyez, que dans un produit normal, moyen, il y a 56% des fonctionnalités qui sont très rarement utilisées, 24% qui ne sont jamais utilisées. Si je prends un exemple, quand vous ouvrez Excel, je vous demande aujourd'hui combien de fonctionnalités vous utilisez dans Excel, par rapport à la liste de toutes les fonctionnalités disponibles, vous utilisez une toute petite fraction. Et en fait, là, ça nous dit qu'il y a 80% des fonctionnalités dans les produits qui sont rarement utilisées. Et donc ça, l'agile, ils sont saisis et il se dit, au lieu d'essayer de répartir mon énergie, mon attention sur l'ensemble de ces fonctionnalités, je vais les focaliser sur les 20% que les gens utilisent le plus. Et tant pis si j'ai pas tout. Et donc c'est pour ça que dans l'agile, on dit qu'on inverse le triangle de contraintes des projets. Dans les projets normaux, on a ce qui est fixé, c'est le périmètre. On a un cahier des charges qui arrive en entrée. Et après, on va essayer d'estimer combien de temps et de budget il faut pour le faire. On va dire au client, pour répondre à ton besoin, il va me falloir 1 an et 100 000 euros. Et en mode agile, on se dit, ben non, en fait, on va se timeboxer. On va se donner 1 semaine, un budget figé. Et ce qu'on va prioriser, c'est les fonctionnalités. On va se dire, on va faire moins de choses, mais on va les faire bien. Et donc, retenez que le jury, il ne va pas être impressionné par vos 12 fonctionnalités, mais ce qui l'intéressera, c'est de voir la fonctionnalité
qui résout un problème bien précis chez votre client. Et donc ça suppose de bien connaître le problème. Et là pareil, il n'y a qu'à voir la quantité de startups qu'il y a et la quantité de faux problèmes qu'ils essaient de traiter des fois c'est même rigolo. Mais en fait, c'est quoi un vrai problème? Un problème pour votre client, c'est pas un vrai problème si c'est pas quelque chose d'urgent. Il en a besoin tout de suite. C'est quelque chose de douloureux. À chaque fois tant que ça marche pas, ça l'embête, c'est vraiment douloureux pour lui. Il faut que ça soit fréquent, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui arrive une fois par an. Il faut que ça soit reconnu. Il faut que votre client soit conscient qu'il a ce problème. Parce que s'il n'est pas conscient qu'il a le problème, c'est toujours faisable, mais pour vous, c'est plus compliqué dans le sens où vous avez une première phase où vous allez devoir l'éduquer à se rendre compte qu'il a une carence de vitamines avant de pouvoir lui vendre des vitamines. Si votre client n'est pas conscient qu'il a un problème un manque de vitamines, il n'y a aucun moyen qu'ils achètent vos comprimés, par exemple. Et plus votre problème est spécifique, plus vous êtes précis dans sa description, plus ça sera facile pour vous de proposer des solutions pertinentes. Et donc, je vous mets ce monsieur que vous connaissez certainement, qui résume un petit peu tout ça, toutes ces questions de priorisation. Par contre, là, il ne parle pas très fort, parce qu'il n'a pas le micro, donc si vous pouviez juste faire un petit temps calme pour pouvoir, ceux qui ont envie de l'entendre, qu'ils puissent l'écouter. When you think about focusing, right? You think, well, focusing is saying yes, no. Focusing is about saying no. And we try to focus and do very few things well. And focusing's hard because focusing doesn't mean saying yes, it means saying no. So we decide not to do a lot of things so we can focus on a few handfuls of things and do them well. The way we've succeeded is by choosing what horses to ride really carefully. If you choose wisely, you can save yourself an enormous amount of work versus trying to do everything. And you can really put energy into making those new emerging technologies be great on your platform, rather than just okay because you're spreading yourself too thin. When you think about focusing. Et donc, quelques exemples pour illustrer le fait qu'il n'y a pas besoin d'énormément de fonctionnalités. Airbnb, pour commencer, leur plateforme, elle ressemblait à ça. Il n'y avait pas toutes les fonctionnalités que vous avez aujourd'hui. Il n'y avait pas de carte interactive, il n'y avait pas de promotion. C'était un simple site. Les premières versions, elles ne géraient même pas la vente en ligne, en fait. Tu devais aller payer d'une autre façon. Pareil, Amazon. Les toutes premières versions d'Amazon, elles ressemblaient à ça. Donc, dites-vous que il faut se concentrer sur ce petit problème spécifique de votre client, sur ce petite liste de fonctionnalités qu'il faut minimale pour traiter ce problème, et c'est par ça qu'il faut commencer. Et il ne faut pas chercher à faire un truc hyper compliqué, hyper riche dès le début. Donc, le plus important, et c'est le plus dur, c'est de garder votre interface la plus simple possible. Et dans le monde du logiciel, on parle toujours du principe KISS, c'est Keep It Stupid Simple. C'est Keep It Simple, ça c'est clair, mais Keep It Stupid, c'est dire gardez vos solutions le plus simple possible, c'est-à-dire enlever de la complexité dans ce que vous faites. C'est pas parce que vous allez arriver à faire un algorithme compliqué que vous allez impressionner le jury en fait. Les solutions les plus élégantes et les plus difficiles à réaliser, ce sont les solutions les plus simples. Donc j'arrive sur un autre mythe, et là vous étiez nombreux à le dire, qu'une équipe harmonieuse, où tout le monde s'entend bien, où il y a une bonne ambiance, c'est un critère important pour réussir. Et ça c'est faux. Parce qu'en fait là vous allez vous retrouver dans des équipes, vous ne connaissez pas, vous avez envie de maintenir une relation, et des fois vous n'allez pas être d'accord, mais vous n'allez pas oser le dire pour ne pas perturber cette harmonie. Et en fait, cette harmonie de façade, c'est souvent à l'origine d'un consensus mou, c'est à l'origine d'idées médiocres et d'une pensée de groupe. Vous pensez tous de la même façon, et en fait, le fait de dire j'ai une équipe où 1 + 1 = 3, vous ne l'avez plus en fait. Vous êtes 12, mais vous pensez comme une seule personne, celle qui a le plus d'autorité ou qui parle le plus fort. Et en fait, les étincelles, elles sont issues de frottements, de frictions. Et
Et vous avez besoin de ça. Vous avez besoin du conflit. Vous avez besoin du conflit pour rendre vos idées plus robustes, pour les affiner. Dans l'Église, ils ont inventé le rôle de l'avocat du diable depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui est juste là pour nous contredire, dans le but de nous faire progresser. Donc entre vous, osez vous contredire. Et bien sûr, il y a conflit et conflit. Il y a le mauvais conflit et le bon conflit. Il y a le mauvais conflit, on est en train de se pointer du doigt en disant « t'as mal fait, tu n'es pas bien, tu n'es pas intelligent, tu n'as pas été rapide ». Ça, c'est le mauvais conflit. En fait, on attaque les personnes. Le bon conflit dont je vous parle, c'est un conflit autour des idées. Et on se détache, on enlève son ego, on se détache de... C'est pas parce que tu attaques mon idée que tu m'attaques moi. On pose l'idée sur la table et on l'attaque tous ensemble. Et on essaie de débattre autour de ça. Donc, le conflit, au lieu d'essayer de le fuir, ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de l'utiliser à bon escient pour faire en sorte que votre solution finale soit meilleure. 6e conflit, on s'approche de la fin. Souvent, on se dit, j'ai pas réussi parce que dans mon équipe, j'avais pas des experts. Donc, on se dit qu'il nous faut un expert. Je me suis amusé à faire un petit montage avec un leader charismatique qui a une grande vision. Et en fait, chez Google, ils ont un projet qui s'appelle le projet Aristotle, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qu'ils ont lancé il y a plusieurs années, où ils ont étudié tout un tas d'équipes. Eux, ils aiment bien les chiffres, donc ils ont analysé les caractéristiques de plusieurs équipes sur leur niveau d'études, sur plein de choses. Et pour essayer de comparer, qu'est-ce qui fait qu'une équipe est plus performante que l'autre. Et ils ont trouvé aucune corrélation avec tous ces paramètres-là. Est-ce que l'équipe, son niveau d'études, est-ce que c'est une équipe avec des introvertes ou des extravertes? Est-ce que c'est une équipe avec des experts ou des débutants? Et en fait, ils ont trouvé 5 critères qui corrèlent bien avec la performance des équipes. Et c'est ces 5 critères-là. Donc il y a l'impact, est-ce que le travail que je fais a un impact? Est-ce que le travail que je fais a du sens? Est-ce que c'est une équipe qui est suffisamment bien structurée où c'est clair pour chacun quel est son rôle, quelle est sa mission? La dependability, est-ce qu'on est dans une équipe où quand on dit qu'on fait quelque chose, on l'a fait? Sur des équipes sur qui on peut compter? Et surtout, à la base de la pyramide, et en fait, c'est dans l'ordre inverse. Le critère numéro 1, c'est celui qui est en bas. Et le critère numéro 1 qui explique, d'après l'étude de Google, si une équipe va réussir ou pas, c'est la sécurité psychologique. Et c'est quoi la sécurité psychologique? C'est une situation de confiance au sein de l'équipe où chaque membre de l'équipe, il sait qu'il a confiance, qu'il peut montrer sa vulnérabilité aux autres, qu'il peut dire « je ne sais pas, j'ai besoin d'aide, j'ai fait une erreur, je n'y arrive pas, j'ai une idée folle, est-ce qu'on peut la tester ? Je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. » C'est de pouvoir exprimer tout ça en étant confiant que les autres ne vont pas nous juger. Et en fait, c'est ça la sécurité psychologique et c'est ce qui va vous permettre de créer un environnement de conflit constructif. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment le critère numéro 1 qui fait que votre équipe va réussir ou pas. Et on n'a pas beaucoup de temps, mais ce que je vous proposerai, c'est, vous êtes dans différentes équipes qui sont encore nouvelles, et ben en fait, vous pouvez, comme icebreaker dans votre équipe, essayer de partager chacun, prenez une petite feuille et vous notez, d'après vous, quelle est votre dernière expérience qui vous a rendu fier? Quel est votre dernier moment de vulnérabilité? Je ne sais pas, quelle est la dernière chose qui vous a fait pleurer? Et si vous osez, vous arrivez à partager ça dans votre équipe, ce serait déjà un premier signe on arrive à se faire confiance, à partager de la vulnérabilité entre nous et à être solidaires vraiment pour réussir ce projet. Et la dernière chose, c'est le dernier mythe, c'est on est en mode hackathon et il faut travailler 24 sur 24, ne pas dormir. Et en fait, ça aussi, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'en fait, il y a pas mal de littérature dessus, comme ce livre qui explique comment on peut réaliser plus de choses. Je sens que vous êtes pressés de partir. Et je vous demande 5 minutes de silence. C'est bon?
Et donc, il y a on peut dire, enfin, c'est une façon très schématique de représenter les choses. Elle n'est pas tous ceux qui disent il y a un cerveau droit, un cerveau gauche, enfin tout ça c'est des conneries. Et pareil, là j'ai mis 2 cerveaux. En vrai, c'est pas comme ça, mais on peut dire qu'il y a 2 modes de fonctionnement dans notre cerveau. Un mode focus et exécutif, c'est dans lequel je suis avec au moins les premiers rangs dans l'amphi. Là, vous êtes concentré sur ce qu'on est en train de faire. Et il y a un mode en fait diffus, c'est quand vous êtes en train de courir, en train de marcher, votre cerveau il vagabonde. Et ces 2 modes-là sont complémentaires. Et si vous remarquez, il y a tous les moments les Eureka moments ou les aha moments, en fait, les moments où on a une intuition très forte et on a une superbe idée, elles arrivent presque jamais dans le mode focus en fait. Elles arrivent souvent dans un mode où on est en train de faire autre chose. Et donc en fait, pendant ce hackathon, prenez le temps régulièrement de vous arrêter, de faire autre chose, de penser à autre chose, et en faisant ça, et faites-moi confiance, il y a plein de choses qui vont se débloquer. Vous allez avoir le truc sur lequel vous avez paniqué toute la matinée, vous allez avoir une idée importante. C'est aussi un moment de prendre du recul, de se dire, sur cette journée qui vient de passer, est-ce que j'avais vraiment l'état d'esprit agile ou est-ce que j'ai juste appliqué bêtement des pratiques agiles? Donc c'est un moment de recul qui va beaucoup vous aider à réussir, et c'était mon dernier mythe. Et donc en conclusion, ce que vous aviez listé, en fait, ça peut être des critères de réussite, mais méfiez-vous, il y a plein de mauvaises et de fausses croyances. Est-ce que vous avez des questions? Et oui, j'ai mis un QR code là pour retrouver la présentation et un autre si vous voulez. Je serai encore là pour répondre à des questions, mais si je suis plus là, vous avez encore des questions, vous pouvez me joindre sur le second. Comment ils doivent s'organiser pour rendre à 7h30 leur premier livrable en mode Scrum? 7h30? Oui, ce soir. Est-ce que tu peux leur donner une recette pour être efficace d'ici 7h30? Là, il faut se mettre dans une salle et il n'y a pas de recette miracle, il faut discuter, se mettre dans une salle. Vous avez un truc à rendre là dans 7h30? Bon, vous êtes large. J'ai dit qu'il c'est bien de se reposer, mais vous pouvez vous reposer après 7h30. Donc non, moi je pense que je pense avoir tout dit. J'ai pas de recette miracle ou d'ingrédients secrets que j'aurais cachés. Mais voilà. Merci. Merci beaucoup.